Bon, bah, je crois qu'on va pouvoir commencer. Donc, je te laisse la parole, Cyril, pour présenter Dominique. C'est à toi. Ok, bah écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Donc ce soir, conférence sur la construction amateur d'aéronefs par Dominique Simon, qui est le président du RSA. Donc Dominique a une formation d'ingénieur agronome. Donc il a passé une partie de sa carrière, sa carrière dans l'industrie des boissons, à la fois au niveau recherche et développement et puis qualité. Passionné d'aviation depuis toujours, Dominique pratique donc pendant ses loisirs du deltaplane, évidemment de l'avion moteur, un peu de modélisme et de planeur. Alors, il est constructeur amateur d'avions. Il a construit donc un Rutan Longuez, donc qui est un avion canard de 120 chevaux. La durée de la construction fut de 7 ans. Le premier vol a été établi en 1991 et depuis cette date, plus de 1000 heures de vol ont été accomplies. Il est membre de la fédération du RSA, donc Réseau Sport de l'air, qui vous expliquera tout à l'heure ce que c'est réellement et ce que ça regroupe, depuis 1984. Et donc, il en devient le président en 2017. Voilà, je vais vous dire juste un petit mot sur 3F. Donc, 3F est une association aéronautique et astronomique de France, hein, qui a été créée en 1971 par le regroupement de différentes associations. Elle compte environ 1200 membres en France, dont 300 en Île-de-France. L'activité de 3F est en grande partie liée à celle de l'industrie de la recherche dans les domaines de l'aéronautique et du spatial. Patrick a précisé effectivement les commissions. Il y a 22 commissions techniques par métier, par produit. Vous allez retrouver l'aérodynamique, l'énergie, les essais en vol, etc. Sur les métiers, et puis sur les produits, l'aviation commerciale, l'aviation légère, machines dérivées, hélicoptères, etc. Parallèlement à ça, nous avons 16 groupes régionaux. Et donc le groupe Île-de-France, comme l'a dit Patrick, organise tous les ans à peu près 8 à 9 conférences qui ont lieu les mardis 18h à 20h. Depuis 2007, donc 110 conférences ont été réalisées, avec plus de 40 en partenariat, donc 66 dans le domaine de l'aéronautique et 44 dans le spatial. Voilà, je laisse la parole à Dominique maintenant pour cette conférence, à tout à l'heure pour les questions et bonne soirée. Ok, merci Cyril. Recording in progress. Donc, je salue quelques membres du RSA qui font partie des participants et qui vont me soutenir ou me critiquer, je ne sais pas, on verra bien. Euh, Cyril m'a présenté. Donc, attaquer la présentation directement. L'avion que vous avez à l'écran, c'est le magnifique Cricri MC-15 de Lionel Adroit, le l'India Oscar, qui est décoré aux couleurs de la Fédération RSA. Le Cricri MC-15, il est emblématique de la construction amateur, puisque c'est un avion qui est plus léger ou à poids égal avec son pilote. Il pèse 85 kg à vide. Il est ému par deux moteurs de 15 à 18 chevaux et il vole quand même à 250 km/h et c'est un très bon voltigeur. C'est aussi un très bon monomoteur. Malgré qu'il en a deux, c'est rare qu'on puisse faire toute une saison de vol sans avoir un retour terrain sur un seul moteur. Voilà, donc un petit avion qui fait 5,50 m d'envergure, qui peut se soulever avec deux personnes et qui se range dans une remorque au gabarit routier sans problème. Je vais vous montrer quelques exemples de construction amateur avant d'attaquer la présentation. Ce que vous avez à l'écran, là, c'est le mythique Jodel, l'avion conçu par Joly et Delmontez dans les années 50. Celui-ci, c'est un Jodel D119, donc c'est un 112 avec un moteur un peu plus gros. Donc, il y a toute une famille de Jodel, la série 9, la série 11, etc. Et qui ont donné ensuite naissance à la lignée des avions Robin, qui reprennent la même aile avec le dièdre déporté en bout d'aile, et tout un tas de variantes selon l'angle d'incidence que l'on donne à cette partie externe. Donc, on en fait soit des avions de voyage, soit des avions d'école, avec plus ou moins la même formule aérodynamique. Là, vous avez un Jurka Sirocco,
Joca était un concepteur roumain qui est venu s'établir en France et qui a donné naissance à toute une lignée d'avions de type chasseur, des très belles machines. On en reparlera tout à l'heure. Celui-ci, c'est mon avion. C'est un Rutan Longuez. C'est un avion qu'on appelle Formule Canard. Pourquoi Canard? Parce que si vous le regardez par en dessous, par au-dessus, il a les ailes qui sont vers l'arrière, étirées vers l'arrière et le cou vers l'avant. Donc, ça ressemble à un canard en vol. Et d'ailleurs, c'est les Américains qui l'ont appelé canard. In French is the text. Là, vous avez un avion métallique qui est un Vance RV4, un avion qui est construit à partir d'éléments préfabriqués. Là, pour illustrer la variété de la construction amateur, j'ai mis deux montgolfières. Alors, celle de gauche, je vous invite à voir ici, je ne sais pas si on voit ma souris, mais entre les deux personnes au-dessus, il y a deux pièces rouges qui sont des petites turbines électriques, de façon à mouvoir cette montgolfière. Parce qu'en fait, elle a été construite sous le régime de l'ULM, et le M de ULM, c'est motorisé. Donc, tout aéronef sous le régime du LM doit être motorisé. Donc, ils ont mis des petits moteurs électriques afin de motoriser cette montgolfière. Et à droite, vous avez une autre montgolfière plus classique, également construction amateur. Ça, c'est un magnifique Lancer. C'est un avion en kit conçu aux États-Unis. C'est une machine très performante, très rapide, biplace, train entrant, pas variable. Là, c'est un hélicoptère en kit, c'est un Exec 162 qui a été construit à d'assez nombreux exemplaires. C'est un avion, un hélicoptère qui est très populaire. Ceci, c'est un MCR-01, avion en kit, conçu par Christophe Robin, qui est le fils de Pierre Robin des avions Robin, qui avait monté pendant un temps une société à Dijon qui construisait des kits. Donc, il y avait l'avion de voltige et puis la série des MCR. Alors, petit avion conçu dans la logique Colomban. La logique de Colomban consiste à dire que plus je fais petit, plus ça sera léger. Et plus ça sera léger, plus ça peut être petit. Et plus c'est petit et léger, moins j'ai besoin d'un gros moteur. Et un petit moteur est plus léger. Donc, tout s'enchaîne. C'est un cercle vertueux. Et vous avez donc une machine qui pèse 230 kg à vide, qui peut emmener 2 passagers et suffisamment de carburant pour aller à l'autre bout de la France, avec un moteur de 80 ou 100 chevaux. Celui-ci a une hélice à pas variable, mais on peut très bien mettre une hélice à pas fixe en bois qui aura un très bon rendement. Et donc, c'est la consommation de l'ordre de 15 à 17 litres à l'heure pour une vitesse de 150 nœuds. Donc, pour faire la même chose, un Vance a besoin de 2 fois plus de chevaux, 2 fois plus de masse. Mais évidemment, il y a un peu plus de confort dans un avion plus lourd parce qu'on peut mettre des selleries en cuir, on peut mettre de la climatisation, voire du chauffage et autres. Alors, là, ça illustre, vous avez un beau DC-3 à l'écran, c'est celui de Air France, qui est garé, enfin, qui est basé à Orly, et qui est donc dans la catégorie des avions de collection. Alors, les avions de collection, ça va de la petite caudron Luciole, du petit caudron Luciole biplace jusqu'à des grosses machines comme celle-ci. Il y a même eu, à un moment donné, une Boeing B-17 Fortress qui, malheureusement, ne peut plus voler, et vous pouvez voir à la Ferté-Alais. Donc, je n'ai pas bien énuméré en cours de route. Nous avons vu des avions de construction amateur, il y a eu des avions et des hélicoptères en kit, il y a eu un avion de collection, le DC-3, et là, c'est une 4e catégorie des avions qui intéressent la Fédération RSA. C'est un avion que l'on dit orphelin, c'est-à-dire qu'il a été fabriqué en usine, par l'usine Vasmer. Là, il s'agit d'un Vasmer 421, très belle machine, train rentrant pas variable, 4 ou 5 personnes. Mais Vasmer ayant disparu et personne n'ayant voulu prendre la responsabilité de la navigabilité de cette machine, elle est donc devenue ce qu'on appelle orphelin. Les Anglais disent également orphan, vous voyez que c'est un terme générique, donc il n'a plus de géniteur, plus de responsable de navigabilité, et qui donc tombe dans la catégorie des aéronefs
qu'on le rappelle, restreint. Ici, à l'écran, vous avez l'Agrillon, qui est un petit ULM conçu par un de nos membres, qui est à bord, là d'ailleurs, tout en carbone et couvert en Oratex, une machine très légère, et avec laquelle il voyage tranquillement dans toute la France. Là, je vous montre une image qui n'est pas très bonne, mais il s'agit d'un rassemblement du RSA à Vichy, il y a des années. Donc, vous voyez des avions. Alors, évidemment, comme c'est un rassemblement du RSA, il y a beaucoup de machines, construction amateur, collection ou autre. Mais dans n'importe quel rassemblement d'avions en dehors du RSA, vous pouvez voir jusqu'à 20, 30, 35% de machines qui sont de construction amateur ou collection. C'est la proportion moyenne en France est de 32-33%. Et ça illustre le fait qu'en France, il est possible de construire ou de restaurer une machine relativement facilement. Parce que si vous comparez à l'automobile, bon, illustration par un parking automobile, c'est péniblement 2% des automobiles qui sont de construction amateur, et encore la plupart du temps, ce sont soit des véhicules tunés, soit des kits de transformation sur un châssis de véhicule existant. Je ne connais pas beaucoup de gens qui construisent intégralement une voiture en soudant le châssis et en montant une carrosserie par-dessus. Et un autre exemple, c'est la marine de plaisance, où on estime qu'il y a 10% de bateaux qui sont de construction amateur. Et ça devient de plus en plus difficile, puisque maintenant l'administration demande des tests de roue de tournement. Donc on retourne le navire, il doit se remettre dans la bonne position dans un temps déterminé. Et ça rend évidemment la conception et la construction de ces voiliers plus difficile. Donc tout ça pour dire qu'en France, il est possible de concevoir un aéronef. Il est possible de le construire dans son garage, voire dans une chambre de son appartement. Ça a été mon cas au début. Il est possible de le faire voler. Ensuite, il est possible de l'entretenir. Il est possible de faire des réparations dessus d'une façon qui est assez libre. Alors, j'aime pas le mot libre. On n'a pas plus de liberté que les autres, mais c'est une façon, un environnement qui est proportionné. C'est-à-dire que les contraintes qu'on nous donne sont proportionnées à l'usage que l'on fait de ces machines, qui a un usage restreint, et au fait qu'elle représente un peu de risque pour le reste de la population. Donc voilà rapidement le sommaire de ma présentation. Un peu d'historique pour commencer, pour bien comprendre ce que c'est que la Fédération RSA. Donc l'aviation est née du génie et de la volonté d'amateurs, des frères Wright, Voisin, Santos Dumont, vous avez toute la liste à l'écran, qui au début payaient souvent de leur vie les essais qu'ils faisaient. La guerre de 14-18 a marqué une industrialisation galopante. Il y a eu 11 000 avions construits, ce qui fait qu'après-guerre, il y a eu énormément de surplus qui étaient disponibles, mais qui, heureusement ou malheureusement, n'ont pas survécu longtemps parce que c'était des machines fragiles à l'époque. Et donc, ce qui fait que quelques années après, il n'est plus resté grand-chose à disposition des pilotes qui auraient voulu pratiquer. Il y a un courant qui s'est peu à peu installé avec des passionnés, des amateurs. Et l'un des premiers avions à avoir pris l'air construit par un amateur, c'était le HM8. Donc c'est le numéro 8, ce qui veut dire qu'avant, il y a eu toute une série de 1 à 7 qui a eu des destinées relativement malheureuses et très courtes en tout cas. Mais le 8 que vous voyez à gauche, là, a bien volé. Il a été construit en plusieurs exemplaires, je ne saurais pas vous dire combien, mais plusieurs dizaines d'exemplaires. Et il a fait le bonheur de ses constructeurs et de ses pilotes. Et ensuite, en 1934, Minier a conçu le HM14, que vous voyez à droite, qui est le fameux Pou du ciel. C'est un avion à aile décalée, avec une aile qui est variable en incidence, l'aile d'avant, qui est variable en incidence et qui fait donc profondeur et sustentation. Henri Minier a eu un petit peu de mal à le mettre au point. Il raconte tout ça dans son livre Le sport de l'air, qu'il appelle son bouquin.
Et on voit qu'il a passé quand même des mois et des mois dans son bois de boulot à mettre la machine au point, à casser dans la journée, il réparait la nuit et le lendemain matin, il retournait essayer la machine avec une modification. Et alors, il modifie un peu ci, un peu là, etc. Et à un moment donné, l'avion se met à bien voler et il a à ce moment-là distribué la liasse de plans en disant aux gens, n'y touchez plus, je crois qu'on ne peut pas faire mieux. Et malheureusement, certains ont essayé de modifier le pouls du ciel par la suite et ont notamment reculé le centrage, constatant que ça donnait des meilleures performances à l'avion. Malheureusement, c'était aussi le mettre dans une situation de déséquilibre tel qu'il ne sortait plus de virage engagé. Donc, il y a eu quelques morts, à la suite de quoi l'administration de l'aviation civile a demandé à Minier de donner les limites de centrage et puis les limites de réglage des incidences, des voilures, etc. Et l'avion est redevenu sain et agréable à piloter. En 1936, il faut savoir que dans le seul année 1935, il s'est construit plus de 100 pouls du ciel, HM14. Et donc, il y avait beaucoup de gens intéressés. En 1936, a été créé, sous l'impulsion de Minier, le réseau des amateurs de l'air, qui était basé à Lyon. Évidemment, ça n'a pas laissé l'administration indifférente, et une législation aéronautique a été créée en 1938, qui était le premier certificat de navigabilité restreint d'aéronefs. J'ai mis le mot restreint en rouge parce qu'il est capital dans cette dénomination. Il est restreint en termes d'usage que l'on peut faire de la machine. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire de transport aérien avec un avion qui a un CDN restreint et vous ne pouvez pas l'utiliser dans un but lucratif. C'est uniquement un but de loisir pour l'intérêt personnel de son propriétaire. Donc, un premier certificat, 1938, la guerre arrive et donc il n'a pas eu le temps de vivre beaucoup, le certificat en question. La guerre, l'occupation, 1945, la reprise des vols avec des machines qui parfois avaient été construites dans des granges ou sauvegardées dans des granges pendant l'occupation. Ce qui fait qu'il y a eu quelques accidents. Surtout, les moteurs étaient des moteurs de motocyclettes de récupération d'une fiabilité très pauvre. Donc, des accidents et l'administration s'en est mêlée. Et en 1946, donc sans attendre, l'administration a sorti un nouvel arrêté CNRA, donc certificat de navigabilité restreint d'aéronefs, qui était très contraignant. Pour vous donner un exemple, il était exigé du constructeur de la machine d'aller présenter son aéronef au centre d'essai en vol à Bretigny et de démontrer que l'aéronef était sûr en situation où il était en surcharge de 10% et en survitesse de 10%. Alors évidemment, les constructeurs annonçaient des performances un peu inférieures à ce qu'on lui attendait de lui, de façon à ne pas trop se mettre en danger. Mais enfin, c'est une drôle de façon de voir la sécurité aérienne. Donc, ça a mis un gros coup de frein à la construction amateur qui renaissait péniblement après la guerre. Les constructeurs amateurs se sont réunis et ils ont créé, dès 1947, le réseau du sport de l'air. C'était plus les amateurs de l'air, c'est devenu le sport de l'air, avec Pierre Lacour président et Georges Béraud, à qui le RSA doit beaucoup, parce que c'est lui qui a obtenu, en 1951, que l'administration sorte un nouvel arrêté CNRA qui était beaucoup plus compréhensif, donc basé sur des principes proportionnés. Et l'arrêté que nous avons maintenant, il a été revu en 62, en 2005 et à d'autres occasions, mais les principes de cet arrêté de 1951 sont toujours en vigueur actuellement. Et l'une des principales fonctions de la Fédération RSA, c'est de s'assurer que ça ne change pas dans les 50, 100 ans à venir. Nous avons été imités en 52 par les Anglais, en 53 par les Américains qui ont créé l'Experimental Aircraft Association. En 78 a été créé le CNRAC, Certificat de navigabilité restreint d'aéronefs de collection. Donc, il était possible avant de faire des aéronefs de collection, mais dans un flou juridique
pas assez développé. Donc, en 78, un règlement a été fait, un arrêté, qui fixait les règles du CNRA de collection. En 1998 est sorti un arrêté fixant les règles du certificat de navigabilité spéciale d'aéronefs en kit, beaucoup sous l'impulsion d'un fabricant de kits qui était d'Inaéro, donc Christophe Robin. Donc l'arrêté était un petit peu fait à sa main. Et en 2003, enfin, il y a eu le certificat de navigabilité restreint d'aéronefs de façon à pouvoir accueillir et traiter les aéronefs orphelins, ceux qui n'avaient plus de responsable de navigabilité. En 2007, à l'initiative de la fédération RSA, s'est créée une fédération européenne qui regroupait tous nos homologues en Europe. On est maintenant une quinzaine d'associations ou de fédérations. Et surtout, je suis très fier d'annoncer qu'en 2021, début novembre, nous avons été enfin reconnus organisme d'utilité publique après 3 années de dépôt de dossier, défense du dossier, modification du dossier, mais finalement ça a été fait. Et j'en suis très fier, non pas tellement pour la partie financière, le fait qu'on puisse nous donner des dons défiscalisés, bien sûr, on les accueille avec reconnaissance, mais surtout, c'est la reconnaissance de tout le travail qu'ont fait nos anciens et l'équipe actuelle pour développer le secteur de l'aviation construction amateur et de la collection, et d'y faire venir des jeunes, d'y faire venir des handicapés, et puis même des personnes plus âgées qui trouvent un accomplissement certain. Alors, je vous ai parlé du RSA. De son côté, s'était créée en 1980 une Ligue française des aéronefs de collection, qui en fait regroupait des gens qui se connaissaient déjà beaucoup et qui travaillaient ensemble. Et en 2004, la Ligue française des aéronefs de collection a fusionné avec le RSA, qui est devenu du coup fédération. Et c'est une très bonne chose d'avoir regroupé finalement l'ensemble des aéronefs sous certificat restreint sous une même bannière. Donc la fédération RSA en 2021, nous sommes une association de loi 1901, 2400 et quelques membres. Notre objet est indiqué là, c'est regrouper les constructeurs et les collectionneurs, être un interlocuteur de la DGAC, défendre nos membres, préserver le patrimoine aéronautique, promouvoir la construction et la restauration d'aéronefs. 50 mises en vol chaque année. Nous allons voir les chiffres un peu plus loin. Et puis, le R de RSA, c'est réseau, et pour nous, c'est important. C'est en fait, nous sommes un réseau de constructeurs. Certains sont groupés en club, d'autres sont individuels, et on essaye de faire travailler tout le monde ensemble et de tisser des liens entre nous et avec des partenaires. Nous essayons de développer les clubs RSA. Nous en avons une petite centaine actuellement. Il faut savoir que le constructeur amateur et le restaurateur sont des personnages assez solitaires, normalement, par principe, par nature. Donc, on commence à construire chez soi, parce que c'est beaucoup plus pratique que d'aller construire dans un hangar mal chauffé qui se trouve à 20 km. Donc, vous mettez 1 heure le soir dans un embouteillage pour y aller, vous vous mettez en route, et puis 1 heure après, vous devez rentrer chez vous. Alors que si vous avez votre construction dans votre garage, voire dans votre salon, c'est beaucoup plus pratique. Vous rentrez du travail, vous y mettez pour 1 heure ou 2, et ça avance beaucoup plus vite. Donc, nos adhérents, typiquement, ce sont des gens un peu solitaires, et il est vraiment important de les réunir, de les faire travailler ensemble, de les faire communiquer ensemble. Et pour cela, nous essayons donc de les regrouper dans des clubs. Des clubs, en général, construisant ou louant des hangars, ce qui permet d'offrir un abri aux aéronefs une fois qu'ils sont construits. Et puis, c'est l'occasion de rencontres. On fait de la maintenance ensemble, on fait de la construction ensemble dans les clubs.
il y a des journées portes ouvertes, etc. Nous avons des relations avec les administrations. La principale, c'est la Direction générale de l'aviation civile, qui nous aime beaucoup, qui nous aide beaucoup aussi, il faut reconnaître. J'ai oublié de préciser au début que en 2008, s'est créée l'Agence européenne de sécurité aéronautique, l'EASA, ou l'AESA en français. Et cette agence a décidé d'harmoniser toutes les règles de sécurité, de construction, les licences de pilote, etc., au niveau européen, et un peu élargi, puisque la Suisse en fait partie. Et l'EASA s'est aperçu qu'il y avait toute une famille d'aéronefs très compliqués, donc les fameux aéronefs sous certificat restreint, construction amateur, des avions historiques, des avions militaires démilitarisés, etc. Et ils ont pensé qu'ils ne seraient pas capables de gérer ces aéronefs au niveau européen. Donc, ils ont décidé de laisser la gestion de ces aéronefs aux organismes, aux administrations nationales. Pour la France, ça a été la DGAC. Et donc, c'est la DGAC qui gère en direct notre aviation, notre petite aviation restreinte. Avec, dans un premier temps, depuis la création de l'EASA, ça nous a permis d'avoir des règles de gestion nettement plus allégées, plus proportionnées, comme je disais tout à l'heure. Et maintenant, il arrive que les règles européennes, qui ont été beaucoup simplifiées, soient parfois plus allégées que les nôtres. Donc, notre travail est d'aller rencontrer la DGAC, puis d'essayer de profiter des règles européennes lorsqu'elles nous vont bien, et puis de garder nos règles nationales lorsqu'elles nous vont mieux. Bon, Météo France, je passe. L'OSAC, c'est l'Organisation pour la sécurité de l'aviation civile. C'est une association comme la nôtre, filiale de l'APAV, et qui est chargée, qui est en fait le bras agissant de la DGAC pour tout ce qui est sécurité. Donc l'OSAC est agréé par la DGAC pour énormément de domaines, et en particulier la certification et le renouvellement des certificats des aéronefs. Ils font aussi le contrôle des ateliers, des organisations, etc. Donc l'OSAC est notre principal interlocuteur. Nous avons aussi des relations avec l'éducation nationale pour le BIA, brevet d'initiation aéronautique. Nous avons également les projets Pégase. Projet Pégase, ce sont des projets que nous avons lancés il y a maintenant pas mal d'années, où nous confions un aéronef en kit, il s'agit d'un Zen Air de Chris Heinz, à des institutions, à des écoles ou à des lycées techniques, à charge pour eux de construire. Donc, nous fournissons la totalité du kit, on fournissons le moteur, les pièces, etc. Donc, le lycée ne dépense rien, mais le lycée fournit les outillages et la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, ce sont les scolaires. Nous avons actuellement 3 projets Pégase qui sont en cours dans divers endroits. Je cite également le CNFAS, c'est le Conseil national des fédérations aéronautiques et sportives, dont nous faisons partie avec 8 autres fédérations. La principale étant la FFA, Fédération française aéronautique, et puis la FFPUM, les vols en planeur, etc. Et c'est très important d'être tous solidaires parce que nous avons un sujet commun, voire un problème commun, qui est l'accès à l'espace aérien. Que l'on fasse du vol à voile, du vol libre, même du modélisme ou de l'aviation moteur, on a besoin d'accéder à l'espace aérien et d'une façon pas trop contrainte. Voilà, le dernier est les FLEVA, dont je vous ai parlé tout à l'heure. À l'étranger, chaque pays a créé son association. Le pays leader, c'est les États-Unis, qui ont créé l'Experimental Aircraft Association, l'EAA, et plusieurs pays, y compris européens, ont créé en fait des chapters. Donc, ils sont rattachés à l'EAA américaine, et ils s'appellent également EAA. Vous voyez quelques-uns là-dedans, en Suède, en Norvège, en Suisse.
Voilà. Et nous sommes en liaison avec toutes ces associations. Les jeunes de la fédération, bon, je le redirai en conclusion, mais nous estimons qu'il est très important d'attirer des jeunes vers notre activité. La moyenne d'âge de nos adhérents au RSA est un peu supérieure à 60 ans. Elle n'évolue pas, heureusement, mais nous avons vraiment besoin d'attirer des jeunes parce que c'est bon pour nous, le mouvement continue, et surtout c'est bon pour eux, parce qu'un jeune qui a la passion et qui se consacre à une construction ou qui aide à une restauration, il apprend beaucoup de choses sur le plan technique, il apprend beaucoup de choses sur le plan humain, il apprend beaucoup de choses sur le plan de la responsabilité, parce qu'il sait que ce qu'il fait, entre ses mains, il a la vie des prochains utilisateurs d'aéronefs. Et on a beaucoup de jeunes qui sont passés par nos clubs et qui ont fait un peu de construction et qui ensuite ont fait des belles carrières dans l'aéronautique, aussi bien comme pilote que comme ingénieur ou des métiers dérivés. Donc le projet Pégase dont j'ai parlé et puis le BIA, nous essayons de ramener le maximum de jeunes à passer le brevet d'initiation aéronautique pour les amener ensuite à une carrière aéronautique. Alors, un petit peu d'administration, je vais essayer d'être le moins ennuyeux possible. C'est important de comprendre ces histoires de certificat de navigabilité, leur CDN en abrégé. Un certificat de navigabilité est un document officiel émis par l'administration qui reconnaît que l'aéronef est apte à circuler dans les conditions associées à sa catégorie. C'est une façon un petit peu alambiquée de dire que l'aéronef est apte à voler. C'est important, ça signifie que l'État, le ministère de l'aviation civile, donc, certifie que l'aéronef détenteur du certificat de navigabilité est apte à voler. Alors, dans notre cas, c'est un certificat restreint. Vous avez vu, tous les certificats portent le mot restreint. Et la restriction porte, comme je l'ai dit, sur l'utilisation qu'on peut faire de l'aéronef. Mais il ne porte pas sur sa fiabilité ou sur sa dangerosité, évidemment. Et alors, en échange de cette restriction sur l'utilisation qu'on peut faire, on ne peut pas emmener de passagers payants, on peut pas certaines choses qu'on ne peut pas faire. Et en échange de ça, nous avons des règles de suivi et de délivrance et de suivi du certificat de navigabilité qui sont adaptés, qui sont ajustés à ça. Donc, il y en a 4 principalement. On les a déjà vus un petit peu. Il y a le CNRA, c'est le certificat de navigabilité restreint d'aéronef, c'est la construction amateur, qui, je le disais, est très ouvert. Vous pouvez mettre la puissance que vous voulez, le nombre de moteurs que vous voulez. Vous pouvez mettre des réacteurs pour faire voler votre avion ou votre hélicoptère. Vous pouvez faire tout type d'aéronef. Vous pouvez même faire de l'école avec à certaines conditions. Et les aéronefs en CNRA sont toujours immatriculés en Fox Papa, FP. Et donc, on les appelle génériquement les Fox Papa. Il est possible de réutiliser des éléments d'aéronefs existants. C'est-à-dire qu'il y a certains aéronefs, j'étais un peu loin, certains aéronefs comme l'Océanair, dans lequel on utilise un fuselage de Robin, un fuselage existant, qu'il faut évidemment refaire un petit peu, et on lui adapte une aile tout à fait originale. Et donc, ça donne un avion qui a un fuselage de Robin et une aile sans dièdre, enfin un dièdre central. C'est l'Océanair. Et il a le régime du CNRA. Par contre, certains ont tenté de remplacer juste un moteur par un moteur d'avion par un moteur d'automobile sur un Robin. L'administration n'a pas accepté que ce soit un CNRA. Donc, ce sont des aéronefs fabriqués sans but lucratif pour son propre usage par un individu ou une association. Il peut être construit à partir de plans originaux ou c'est-à-dire dans ce cas-là, c'est un prototype et l'administration va demander un petit dossier de calcul et puis une phase d'expérimentation un peu plus complète. Mais on peut également construire à partir de plans diffusés. On achète une liasse de plans qui est assortie d'un numéro de licence qui devient le numéro de l'aéronef.
Et on peut également faire une réplique d'aéronef. Ça, c'est lorsque la définition originale n'est plus connue. Si vous voulez refaire des aéronefs dont on a gardé que quelques photos en noir et blanc de très mauvaise qualité, il faut bien réinventer toute sa structure et ça donne lieu à ce moment-là à une réplique. En haut, vous voyez en rouge, là, on peut faire du VFR de nuit, voire de l'IFR en CNRA. Alors, c'est complexe, il y a des conditions, aussi bien sur la machine que sur l'installation d'instruments instrumentales. Mais il y a quand même eu quelques avions CNRA volant certifiés en IFR. Je crois qu'il en reste 2 actuellement, mais c'est tellement complexe que peu de gens se lancent là-dedans. Donc en CNRA, vous pouvez faire des avions jusqu'à 4 personnes à bord. Vous pouvez mettre, comme je disais, la puissance que vous voulez. Alors si vous voulez passer 150 kW ou 200 chevaux, on vous demandera un dossier de calcul de résistance. On demandera également que le moteur soit entretenu comme un moteur certifié. Il y a également un minimum de contraintes pour la résistance en positif, en négatif. Si vous faites un planeur, vous pouvez aller jusqu'à un allongement de 15, ce qui est déjà pas mal pour un planeur. Un hélicoptère jusqu'à 2 places. Et autogire et aérostat, je veux dire que les autogires, il n'y a plus beaucoup qui sont construits actuellement, et en tout cas en CNRA. Et il y en a beaucoup en ULM, mais en CNRA, je crois que le dernier qu'on a vu remonte à une vingtaine d'années. La deuxième catégorie de certificat, c'est le CNSK, certificat de navigabilité spéciale d'aéronef en kit. Donc, vous avez vu que c'était une invention relativement récente, c'est 98. Donc, le principe du kit, c'est qu'un fabricant d'aéronef ne construit pas un avion, enfin un aéronef complet, mais il construit des éléments qui doivent être assemblés par le monteur pour faire un CNSK. Alors, la réglementation prévoit que l'aéronef soit construit à au moins 51% par le monteur, c'est-à-dire que le monteur doit faire plus de la moitié du travail. Il n'est pas très clair si ce 51% c'est du temps passé, c'est difficile à définir. Alors, la DGAC a simplifié le problème en demandant à un producteur de kits, un fabricant de kits, fabricant industriel, de fournir un dossier par lequel il démontre que plus de la moitié du travail reste à faire par le monteur. La DGAC approuve ce dossier et ça donne naissance à une fiche d'éligibilité. Donc, tel aéronef en kit devient éligible au CNSK. Il y a une liste des kits éligibles qui est tenue à jour par la DGAC. On peut se la télécharger sur le site de l'OSAC, www.osac.aero. Il y a des avions, il y a des hélicoptères, essentiellement. Les aéronefs en CNSK, en kit, sont immatriculés Fox Papa comme les CNRA. Ces avions sont limités au vol de jour. Pour l'instant, il n'y a pas de possibilité de faire de l'IFR avec. C'est un peu comme le CNRA, sauf qu'on a droit à 5 places dans l'avion. La masse maximale est limitée à 1200 kg. La puissance motrice, vous voyez qu'on a de quoi faire hein, avec 270 kW. En catégorie acrobatique, c'est limité à 2 personnes. Pour le planeur, ça peut être un biplace, allongement jusqu'à 20. Bon, le principe derrière ce 20 par rapport au 15 du CNRA, c'est que l'aile, essentiellement le longeron de l'aile est fabriqué par un industriel qui a tout l'outillage et le savoir-faire pour faire une aile robuste avec un allongement de 20. Alors qu'on ne donne pas la même confiance à un constructeur amateur de planeur et on le limite à 15. Gyravion, c'est-à-dire hélicoptère ou autogire.
2 sièges, moins de 700 kg, etc. Vous aurez tous les renseignements sur le PDF que vous recevrez en fin de semaine. C'est pour ça que je passe assez rapidement. Le troisième type de certificat, c'est les aéronefs de collection. Alors, il existe une commission, un comité d'experts qui a été nommé par la DGAC, dont plusieurs personnes du RSA font partie, et qui décide, enfin qui oriente la décision du ministre des Transports sur l'éligibilité d'un aéronef de collection. Et donc, de temps en temps, on nous présente un dossier relativement récent, c'était le F86 de Frédéric Acari. Et donc, le comité décide, enfin, donne son opinion sur l'intérêt historique, sur l'intérêt également de préserver cette machine. Et en donnant une recommandation sur le fait que la machine doit pouvoir voler ou, de préférence, doit rester au sol parce qu'elle est vraiment unique et que ça serait dommage de risquer de la perdre. Alors, évidemment, puisque ce sont des machines historiques et qu'on n'a fixé aucune limitation sur le type de machine, la puissance, le nombre de moteurs, donc on a des quadrimoteurs, on a des réacteurs, monoréacteurs, des biréacteurs, il y a absolument de tout. Et je dois dire que le comité d'experts est constitué d'enthousiastes de l'aviation et que c'est rare qu'ils donnent un avis négatif sur un dossier qu'on lui propose. Et donc, le parc actuellement de machines en collection dépasse les 400 aéronefs en état de vol, y compris quelques hélicoptères, un gros Sikorsky 71, des Alouettes, etc. Les aéronefs en collection sont toujours immatriculés Fox Alpha Zulu, FAZ, ou Fox Alpha Yankee, parce qu'on a épuisé tous les Zulus. Les 2 lettres derrière, les combinaisons des 2 lettres ont été épuisées, donc on est passé à Fox Alpha Yankee. Je passe rapidement sur le CDNS, qui est un certificat de navigabilité spécial. Ce sont des aéronefs qui, comme les Piper J3 par exemple, le Piper Cub, la société Piper existe toujours et donc elle maintient toujours la navigabilité. Mais il y a eu tellement de modifications faites sur le parc de ces Piper J3 que finalement, la firme Piper a demandé à ne plus être tenue responsable de la navigabilité de ces machines et donc on leur a donné un certificat de navigabilité spécial. Donc ce sont des aéronefs qui ont été certifiés, qui sont toujours plus ou moins conformes à leurs règles de certification, mais qui ont eu des modifications qui ne sont pas approuvées conformément aux règles d'un vrai CDN. Et enfin, le CDN-R, ce sont les avions orphelins, sans responsable, le R ne veut pas dire restreint, je veux dire sans responsable de navigabilité. Donc le concepteur a disparu, ou il a rendu le certificat de type en disant « je n'en veux plus ». C'est le cas, par exemple, de l'aérospatiale qui avait rendu le certificat de type du ST-10 Diplomate ou d'autres machines comme ça. Voilà. Et certains aéronefs qui pourraient prétendre être orphelins peuvent également prétendre au régime CNRAC s'ils ont une particularité historique qui justifie. Enfin, les ULM, alors la réglementation sur les ULM a changé récemment, il y a 2 ans. J'ai encerclé la principale modification, c'est un passage de 450 à 500 kg de la masse maximum pour les ULM dits classe 3 multi-axe, c'est-à-dire l'ULM classique qui ressemble à un avion. Auparavant, c'était donc 450 kg, on est monté à 500 kg. Avec des subtilités, parce qu'une masse additionnelle autorisée si on a un parachute, ou s'il y a des skis, ou si c'est un hydravion qui est destiné à être exploité sur l'eau. On a également augmenté un peu la puissance moteur admissible pour pouvoir compenser l'augmentation de poids. Et la vitesse mini également a été légèrement augmentée, donc maintenant c'est 70 km/h. Et puis, vous avez la classe 5 des dirigeables. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le M de ULM, c'est moteur.
Donc, si vous faites vous pouvez pas faire une montgolfière, vous pouvez pas faire un ballon à gaz, il faut qu'il soit motorisé. Donc, vous avez vu tout à l'heure le petit ballon biplace, là, avec ces petites turbines électriques qui lui donnent à peu près 5 minutes d'autonomie, mais ça peut être très utile pour se poser quand il y a un petit peu de vent. Voilà, vous voyez également qu'il n'y a pas de planeur, puisque un planeur n'a pas de moteur. Bon, je vais passer très rapidement sur les éléments d'un aéronef. Je pense que je parle à des gens qui connaissent l'aviation et je ne vais rien leur apprendre. Et les instruments. C'est intéressant de savoir qu'au minimum, un aéronef doit être équipé d'un anémomètre, donc c'est ce qu'on appelle le badin, une bille, un altimètre, un compas magnétique et une montre. Et il n'y a même pas de vario sur un aéronef normal. Le vario n'est obligatoire que pour les planeurs. Alors évidemment, maintenant, plus personne n'équipe un avion avec ce minimum d'instruments comme cela. C'est intéressant d'avoir un peu plus d'indications pour mieux diriger son vol. On peut également monter un EFIS, Electronic Flight Instrument System, sur un avion en construction amateur, qu'il soit certifié ou non, ce qui est une remarque importante. Et il faut simplement démontrer que s'il y a une panne électrique, on a une batterie de secours ou tout autre dispositif qui permette de conserver quand même les indications instrumentales de l'EFIS. J'aborde maintenant les techniques de construction. Il y a 3 principalement, plus les combinaisons des 3. Donc la première, c'est le bois étoile, qui est historiquement la toute première technique de fabrication utilisée depuis les débuts de l'aviation. Donc une structure de bois revêtue de toile tendue ou une structure de bois entièrement coffrée en bois, ce qui est plus lourd mais donne des rendus de surface meilleurs. C'est une technologie qui est classique, qui est connue, ce qui donne des structures très légères et résistantes. Lorsque vous voyez la structure d'une aile en bois, ça ressemble un petit peu à de la dentelle, mais c'est très robuste. Ça ne nécessite pas d'outillage complexe pour la mise en œuvre. Et on utilise principalement 3 types d'essence. C'est les résineux à croissance lente. Donc, ça donne des bois qui sont légers et droits. La croissance lente leur permet d'être un peu plus résistants. Ils sont plus résistants que des sapins de Noël, par exemple, qui ont une croissance très rapide. Et donc, c'est utilisé pour les pièces soumises à des efforts importants. Ce sont essentiellement les longerons. Le hêtre et le frêne sont des bois durs pour tout ce qui est fixation, les cadres et autres. Et puis, les contreplaqués sont en okoumé, bois exotique ou en bouleau. Un peu plus lourd, un peu moins résistant. Quant à l'entoilage, dans les tout débuts, on a utilisé le coton, puis le lin, beaucoup plus résistant et un peu plus léger. Puis on est passé au dacron, qui est un nylon tissé. Et maintenant, on commence à avoir des entoilages en Aura-Commerce et des fines polyester non tissés, thermorétractables, donc que l'on met très facilement, ça se tend au fer chaud. Et c'était une technique qui vient du modélisme et qui donne des très bons résultats, surtout des entoilages très légers. Donc, le défaut du bois étoile, c'est que vous les avez là, hein, les formes complexes sont difficiles à faire. Et surtout, le bois est sensible à l'humidité, sensible également aux attaques par des insectes ou par des moisissures. Donc, il demande des stockages dans de bonnes conditions. En principe, on ne stocke pas un avion en bois étoile à l'extérieur. Il faut toujours le mettre sous hangar. Le collage du bois est également un sujet important. Il faut être très rigoureux dans le choix de la colle et dans les conditions d'utilisation de cette colle.
On a déjà vu des avions se décoller sous contrainte. Voilà. Les avantages, c'est que c'est un matériau traditionnel et éco-responsable, donc il stocke du carbone jusqu'à ce qu'il soit brûlé. On a un grand savoir-faire en France et Robin, qui s'appelle maintenant Robin Aircraft, construit toujours des avions en bois et toile. Il est relativement facile à réparer, sans outillage, on a dit, et à un prix raisonnable et une construction légère. Alors le métal, quand on parle métal, c'est essentiellement l'aluminium et ses alliages, mais on fait également des structures en acier, par exemple des fusages en treillis, comme vous voyez. L'acier étant 3 fois plus lourd que l'aluminium, on le réserve à des usages où il ne peut pas être remplacé par l'aluminium, évidemment. Les bâtimoteurs, par exemple, les trains d'atterrissage. L'aluminium en construction moteur s'est développé à partir des années 70 avec Chris Heinz, qui est un Canadien, mais qui a vécu en France, qui a travaillé avec Robin et qui a créé les Zénith et Zener. L'avantage de l'alu, c'est que sur le papier, enfin en théorie, il est facile de construire une aile, par exemple. Vous prenez une feuille, vous la pliez sur des nervures et puis c'est à peu près fait. Alors, en pratique, c'est un peu plus long que ça parce qu'il faut faire les nervures et faire les rivetages et pas se tromper. Vous voyez les profils. Pardon. Il faut que j'avance parce que je vois que l'heure tourne et je vais être en retard. Bon, l'avantage du métal, c'est que il est facile à trouver, le prix est relativement raisonnable. Il se stocke très bien. Il se met en œuvre dans des conditions qui n'en sont pas trop exigeantes. Et on trouve maintenant des kits, des lots matières, voire ce qu'on appelle des quick build. C'est des kits assez avancés qui permettent d'aller vite dans la construction. Alors, l'inconvénient, c'est que ça exige un outillage plus important que pour le bois, notamment les pinces à riveter, les découpeuses, les plieuses. Il est un peu plus lourd que le bois et surtout, il faut prendre des précautions pour ne pas créer des amorces de criques et puis bien protéger les pièces contre la corrosion. Alors, le composite, c'est la troisième famille de matériaux. Technologie, ce sont des tissus de fibre de verre ou de carbone ou de Kevlar que l'on drape autour d'une forme, alors soit une forme mâle, soit un moule femelle. On le drape et on l'imprègne d'une résine, souvent la résine époxy, mais il y a d'autres types de résines, polyester, polyvinyle. Et la résine est en 2 composants, on les mélange et la résine polymérise à température ambiante ou en étuve en 2-3 heures et elle est complètement prise au bout de 24 heures. Donc le gros avantage, c'est que on l'appelle composite parce qu'il y a d'une part la fibre pour les propriétés mécaniques et la résine qui constitue la matrice liant les fibres entre elles. Vous avez en dessous quelques exemples. Le Lancer à gauche. Donc c'est un avion en kit. Les pièces sont déjà bien avancées sont faites dans des moules par la firme Lancer. Ça donne un avion qui est très très fin, sans une aérodynamique sans défaut, et donc des très bonnes performances. Au milieu, vous avez un fusage de Languaise en construction. On voit la mousse, c'est de la mousse PVC dans ce cas-là, qui est avec sa peau en composite. Et à l'avant, c'est de la mousse de polyuréthane, à une couleur plus jaune. C'est la même technique aussi, revêtue de composite. Et à droite, vous avez le MC100. Alors oui, non, ça doit être un MCR, pardon, j'ai mis un MC100. Le MCR, qui est un fuselage entièrement en carbone moulé, et l'aile qui peut être soit en métal, soit en carbone également. L'avantage, c'est qu'on peut faire toutes les formes que l'on veut. Vous pouvez non seulement faire du vrillage sur les ailes, mais vous pouvez également modifier les profils entre l'emplanture et l'extrémité des ailes. Vous pouvez rajouter des winglets, beaucoup de liberté dans la réalisation des formes.
maintien de performance dans le temps. Les premiers planeurs en composite qui ont été faits dans les années 50, il y en a certains qui volent encore et on est incapable de dire quand ils seront au bout de leur vie. Donc une durée de vie inconnue mais très importante. Il n'y a pratiquement pas de maintenance nécessaire, simplement un contrôle. Il faut contrôler qu'il n'y a pas de délamination. Et vous pouvez également combiner les fibres et les matrices pour optimiser le poids, la résistance, etc. L'inconvénient, c'est de la chimie, donc vous avez des risques d'allergie et puis c'est très salissant. C'est un peu lourd, c'est difficile de faire aussi bien que le bois étoile. Comme je disais, vieillissement mal connu, mais on sait qu'il est excellent. Voilà. Et ça se répare relativement facilement. Mais enfin, c'est très technique. Et puis, la dernière chose, c'est le choix des couleurs. Hein. Comme disait le patron de Ford, vous prenez la couleur que vous voulez, du moment que c'est du noir. Et bien là, pour le plastique, il faut que ça soit blanc pour ne pas chauffer au soleil. Parce que si ça chauffe, on risque un ramollissement ou on risque des réactions de la résine à l'intérieur qui peut dégazer un petit peu et faire des cloques. Voilà. Et enfin, construction mixte, on peut mélanger toutes les techniques. Il y a des avions avec fuselage composite, les ailes en bois, etc. Je ne rentre pas dans le détail. Là, vous avez les chiffres du parc d'aéronefs en état de vol en France. Alors, je vous avoue que personne en France ne connaît ces chiffres. Il n'y a pas de source officielle pour ces chiffres. Vous pouvez faire des recherches si vous voulez. Et y compris l'OSAC ou la DGAC sont incapables de donner un nombre d'aéronefs restreints en état de vol. Alors, par divers recoupements et des études qu'on a faites depuis quelques années, on estime qu'il y a 3000 aéronefs restreints en France en état de vol. Je dis bien en état de vol, hein, parce que si on comptait tous ceux qui sont dans les cintres des hangars ou dans les arrière-cours des fermes, il y en a beaucoup plus. Vous avez le détail, donc essentiellement 2150 de construction amateur, 450 historiques et 400 orphelins. Essentiellement des avions, des hélicos, des planeurs relativement peu et ballons dirigeables. Et on estime qu'il y a un total de 8000 aéronefs de loisirs. Aéronefs de loisirs, on va dire que c'est jusqu'aux 4 places monomoteurs. Donc c'est quand même un bon tiers, pas loin de 40% de la flotte française d'aéronefs légers qui est constituée par des restreints en état de vol. On estime, alors là personne n'a le chiffre non plus, mais on estime qu'il y a 400 aéronefs qui sont en cours de construction actuellement, et chaque année on constate 40 à 50 premiers envols. C'est très variable et j'ai pas beaucoup d'explications à ça. Certaines années on en a 35 et puis d'autres on en aura 60. C'est difficile à expliquer. Mais en moyenne c'est 40. Et c'est un chiffre qui se maintient depuis des dizaines d'années. Voilà. Et enfin, un dernier chiffre sur les ULM. On estime qu'il y a 1000 ULM de construction amateur ou en kit. Alors, il y a certains kits d'ULM où il suffit de boulonner les ailes sur le fuselage. Hein. Et c'est 1000 ULM sur les 7500 en état de vol, en dehors des paramoteurs qui sont une catégorie à part. Voilà. Quelques mots sur les services offerts par la Fédération RSA. Le principal, celui qui est vraiment très important pour quelqu'un qui voudrait construire, c'est notre catalogue des aéronefs à construire que vous trouverez en téléchargement ou en consultation libre sur notre site www.rsafrance.com. C'est un gros travail qu'a fait Patrick Cotreau, notre secrétaire général. Là. Il a recensé environ 250 fiches avions, hélicos, etc., de tous les pays. Vous avez le détail là. Il a recensé la réglementation en vigueur, les types de moteurs, instruments, etc. Et voici l'exemple d'une fiche. Bon, elle n'est pas très lisible, mais allez sur notre site et vous pourrez consulter en direct. Chaque fiche est composée de 2 pages. Vous avez toutes les informations, les caractéristiques de l'aéronef. Vous avez évidemment un plan 3 vues et une photo. Et le plus important, c'est que vous avez un contact, c'est-à-dire que vous avez le nom et l'adresse d'une personne ou d'une société qui distribue toujours les plans et qui peut donner des conseils.
voici comment se présentent ces fiches. Voici quelques concepteurs français. J'ai pris que les Français, mais si on prenait la totalité des concepteurs du monde, il nous faudrait plusieurs soirées. Évidemment, le premier, c'est Henri Mignet. Alors, l'aéronef qui est indiqué en rouge, c'est celui qui est en photo. Hein. Donc, la photo, là, c'est un HM14. Jean de Montaise, avec Joly, qui a fait les Jodel, hein, dans le magnifique mousquetaire, le D140, que vous avez là. Roger Druyn, qui a eu beaucoup de succès en Angleterre, un petit peu moins en France. Marcel Jurka, qui a beaucoup de succès également aux États-Unis, où les gens aiment bien faire des répliques d'avions. Et il y a des P-51 à l'échelle 1 qui volent aux États-Unis. Claude Piel, qui faisait des avions très élégants. Hein, celui qui est illustré, c'est un saphir. Émile Lucas, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, qui faisait des avions métalliques. Et René Fournier. Alors, René Fournier, on l'a classé ici, mais c'est pas vraiment des avions d'amateurs, puisqu'il les a fait industriellement. Mais ces avions peuvent également être construits par des amateurs. Il y a un RF-3 qui a volé il n'y a pas longtemps, construit par un amateur. Quelques autres, Nicolier, Potier. Bon, Potier, qui a été président du RSA jusqu'en 2003. Michel Colomban, dont je donnais la devise tout à l'heure, plus c'est léger, plus c'est petit, plus c'est petit, plus c'est léger. Louis Peña, un voltigeur, qui a fait des avions de voltige et de montagne. Jean-Pierre Marie, qui fait des petits biplaces bois étoile. Serge Pennec, qui a eu l'idée d'adapter un moteur automobile sur un avion. Ça donnait le Dieselis et puis maintenant le Gazelle. Alors, ces moteurs automobiles sont un peu plus lourds que les moteurs avions, nettement plus lourds même. Mais si on adapte bien la cellule, on a un ensemble assez performant. Bon, on vous trouve également, il faut que j'aille vite, je vois que l'heure passe, les moteurs sur notre catalogue. Là, vous avez les moteurs sur base Volkswagen, les moteurs typiquement aviation, les Coming, Continental, et puis les moteurs automobiles avionnés. Sur le site du HASA, vous trouvez également des liens vers les partenaires et les fournisseurs. Nous avons également négocié avec Dassault de pouvoir utiliser leur logiciel de conception 3D qui s'appelle 3D Experience. C'était gratuit les années précédentes. Maintenant, ils nous demandent, je crois, 56 € pour l'année. Mais c'est intéressant d'avoir un logiciel qui permet de faire du dessin et de l'impression éventuellement. Nous avons le projet d'établir une communauté et de faire des Fab Labs pour développer cette partie conception des pièces et des avions. Nous proposons des stages. Vous verrez le détail également sur notre site. Donc, il y a des stages de menuiserie aéronautique, stages de fabrication en composite. Ces deux stages ont beaucoup de succès, ça attire beaucoup de monde. Il y a des stages en toilage Oratex, hein, dont je parlais tout à l'heure. Et puis, nous sponsorisons, nous relayons des stages proposés par d'autres organisations. Il y a des stages radio-électricité par After. Alors, c'est un stage qui est d'un assez haut niveau. Il faut vraiment avoir envie d'aller loin sur la formation radio-électricité. Et puis, il y a les stages de l'association Interaction, qui sont des stages de conception d'avions. Ils le font une fois ou deux par an avec beaucoup de succès. Il y a l'AFULM, qui fait des stages de maintenance des moteurs Rotax. Nous envisageons, nous, d'en faire sur la maintenance des moteurs Lycoming et Continental. Et puis, il y a Aero Academy qui fait des stages sur les tâches du pilote propriétaire. Nous avons lancé aussi depuis un an ou deux des webinaires sur des thèmes variés. Il y a un webinaire qui avait régulièrement, c'est l'accueil des nouveaux membres, où on fait leur connaissance et puis on leur explique ce que nous faisons, ce que nous sommes.
Et puis les autres stages que vous avez, pas de stage, pardon, les autres webinaires que vous avez là, qui commencent à avoir un peu de succès. On est en phase de lancement, mais les gens, le bouche à oreille va fonctionner. Je pense qu'on va avoir de plus en plus de monde. Et donc, dans ces webinaires, on répond aux questions que tout le monde se pose et auxquelles on a déjà eu la réponse. Nous avons les cahiers du RSA, revue trimestrielle, la seule publication technique de langue française sur l'aviation, qui est envoyée gratuitement à tous nos adhérents. Les livres, Nigel Stevens, qui est un membre du RSA depuis très longtemps, de la branche collection, a écrit 3 livres sur la gestion des avions, qui sont des livres très, très pointus sur le sujet, et qui a été récompensé par un prix littéraire par les grands clubs de France. Nous avons les petites annonces qui sont ouvertes à tous, mais oui, c'est ouvert à tous, mais si on est membre, on a plus facilement accès. Si on n'est pas membre, il faut montrer un peu patte blanche parce que nous avons eu beaucoup de malfaisants qui venaient polluer nos petites annonces. Donc maintenant, on a un bon contrôle. Voilà. Des assurances. Nous avons aussi négocié avec Air Courtage, qui est notre courtier, des assurances auprès de grosses compagnies. Donc actuellement, nous sommes avec AXA XL. Et nous avons réussi à obtenir des prix intéressants parce que nous faisons valoir auprès des assureurs que l'assuré typique du RSA, c'est quelqu'un qui a construit son avion, qui le connaît bien, qui en prend soin, qui souvent en est le seul propriétaire, ou alors il partage l'usage avec 2 ou 3 personnes de confiance qui sont ses amis. Et que donc, c'est pas du tout la même clientèle entre guillemets, que des assurés qui volent en aéroclub ou qui louent des machines. Et grâce à ça, les assureurs nous consentent des tarifs qui sont parmi les plus intéressants du marché actuellement. Et d'autre part, nos assurances protègent le signataire d'APRS, c'est-à-dire en gros la personne qui est responsable de l'entretien, c'est celui qui signe l'approbation pour remise en service après une intervention sur la machine. Et on a eu des cas, pas chez nous, hein, mais où des mécaniciens ont été mis en cause après un accident. Donc, l'assurance Air Courtage pour RSA protège le signataire d'un PRS en responsabilité civile. Évidemment, s'il est poursuivi au pénal, on ne peut rien faire, mais toutes les conséquences en responsabilité civile seront prises en charge. On couvre également les vols d'essai. Là aussi, il n'y a pas beaucoup d'assureurs qui le font, les vols de convoyage et les vols de présentation lors de rassemblements de meetings. Voilà. Et en bas, d'autres assurances que nous proposons. Vous lirez ça dans le PDF que je vous enverrai. Nous faisons un rassemblement tous les ans. Alors, malheureusement, en cause Covid, 2019 2020 et 2021 ont été des années blanches, mais on espère bien se rattraper en 2022. Les bonnes années, on a eu jusqu'à pas loin de 1000 aéronefs visiteurs venus nous voir. Bon, actuellement, l'engouement a un peu baissé, on est entre 300 et 500 aéronefs, mais ce sont des passionnés. Lors de ce rassemblement, on fait des conférences, il y a des expositions, on a des rencontres. Voilà. Par contre, nous ne faisons pas de spectacle aérien, de meeting, parce que la réglementation est de plus en plus contraignante et c'est en train de devenir un métier de présenter des aéronefs en meeting. Donc, que d'autres le fassent, c'est parfait, mais pour l'instant, nous ne prenons pas cette responsabilité. Je crois que je vais devoir passer cette partie-là. Là, c'est très technique, c'est toute la partie démarche administrative si vous voulez construire un avion. Alors, ce que je vous conseille, si certains des personnes qui m'écoutent ont l'intention de se lancer dans une construction, qu'ils nous contactent et on leur donnera tout le cheminement à suivre. Mais pour le résumer, en 2 mots, si vous voulez construire un projet, supposons à partir de plans que vous achetez dans le commerce, donc vous achetez les plans, vous allez les voir dans le catalogue, vous allez en construire, vous achetez les plans, vous avez un numéro de licence, vous faites une déclaration à l'OSAC, vous dites je vais construire un avion, l'OSAC vous accuse réception, et puis en cours de construction, vous avez une première visite technique par un inspecteur de l'OSAC,
Lorsque l'avion est terminé, prêt à voler, vous avez une deuxième visite. Et là, on vous tamponne un laissez-passer qui vous permet d'aller faire vos vols d'essai. 15 heures, 50 atterrissages, à la suite de quoi vous faites un compte-rendu et l'administration vous délivre le certificat de navigabilité. Vous verrez tout le détail dans la présentation. Je passe rapidement. Ah oui, là, deux mots sur le prix d'un aéronef. Lorsque j'ai des visiteurs qui viennent voir mon avion, et puis c'est le cas de tous les constructeurs amateurs, il y a deux questions qui reviennent tout le temps, c'est combien ça coûte? Non, trois questions. Combien ça coûte? Combien de temps vous avez mis à le construire? Et est-ce qu'on vous le contrôle avant le premier vol? Donc, contrôle, j'ai déjà répondu. Combien ça coûte? Vous l'avez là. Alors, moi, j'ai l'habitude de dire que c'est le prix d'une voiture. Alors, évidemment, on peut aller de la Twingo à la Maserati. Et tout dépend de ce que vous voulez faire et de mettre dans votre avion. Mais grosso modo, pour un avion biplace, léger, de 100 chevaux, construit sur plan, vous voyez le chiffre, on va de 6 000 à 60 000. Hein, la marge est large. Mais vous pouvez très bien construire un avion avec 6 000 euros. Il ne sera pas rutilant, mais vous aurez beaucoup de bonheur avec. Là, vous avez la répartition dans le cas d'un Gazelle de Serge Pennec. Je crois que c'est lui qui a fait ce calcul. Alors maintenant, pour répondre à l'autre question, combien de temps il faut? Eh bien, en année, entre 2 ans et 10 ans. Alors, ceux qui font un avion en 2 ans, c'est vraiment qui s'y consacrent à fond. Certains, après 15 ans, voire j'en connais un, 25 ans, n'ont toujours pas fini, mais je pense que ceux-là se font plaisir à construire plus qu'à voler. Et puis, moi, je n'aime pas raisonner en heures, mais on peut dire qu'il faut de 1500 heures à 5000 heures ou 10 000 heures, selon son habileté, selon l'aptitude à fignoler, etc. Voilà. Une fois que l'aéronef est certifié, il faut renouveler le certificat et ça se fait tous les ans ou tous les 3 ans selon les cas. Je suis désolé de devoir accélérer parce que on ne finira pas sinon. Nous Et avons... il nous reste, Dominique, il nous reste un quart d'heure. Ouais, Donc, je suis si on près peut laisser un petit peu je de suis temps près aux de la fin. Je questions, suis près de la fin. ça 3 marche. minutes. Donc, le RSA a créé en 2013 le RSA NAV, qui est une organisation, c'est une association de législation indépendante du RSA, mais rattachée au RSA, nous avons reçu un agrément de la DGAC en tant qu'organisme de gestion de la navigabilité. Et donc, nous sommes habilités à faire le renouvellement de navigabilité de tous les aéronefs de l'annexe 1, dont je vous parlais au début, c'est-à-dire tous ceux dont l'agence européenne ne veut pas. Donc, vous avez la liste ici. Nous avons sur l'ensemble du territoire 41, j'ai mis 40, j'ai arrondi, 40 personnels d'examen de navigabilité. Ce sont des gens qui ont constructeurs eux-mêmes ou restaurateurs, qui ont une très grande expérience et qui, depuis 8 ans maintenant, inspectent 2 ou 3 avions par semaine. Donc, ils ont vraiment une très, très forte expérience. Ils peuvent conseiller les propriétaires et donc faire le renouvellement de certificats de navigabilité. Je passe là-dessus. Bon, le programme d'entretien, tout propriétaire d'aéronef doit établir tout constructeur d'aéronef doit établir un programme d'entretien, mais depuis peu, le propriétaire de l'aéronef peut le faire un peu à sa guise du moment qu'il respecte certaines règles de base. Voilà, et trois diapositives pour la conclusion. Donc, j'espère que j'ai bien fait comprendre que la France a profité du retombée positive d'une réglementation adaptée. Donc, l'arrêté CNRA de 51 et puis tous les dérivés. Grâce à ça, l'inventivité des concepteurs n'a pas été bridée et la France a été vraiment très prolifique en prototypes, en nouvelles constructions. Nous avons également beaucoup de constructeurs, beaucoup de restaurateurs favorisés par cette liberté. Et ça a contribué dans le passé à l'émergence d'une industrie aéronautique. Hein, je citais les avions Robin, ils doivent beaucoup à la construction amateur.
Maintenant, quel est l'avenir de notre aviation, dite récréative ou de loisirs? Vous savez bien que dans le contexte d'aérobashing que nous vivons actuellement, l'intolérance croissante des riverains d'aérodromes, on peut se poser des questions, ça va demander si dans 10 ans ou 15 ans, on pourra encore pratiquer comme on pratique maintenant. Et il faut voir ça plus comme une motivation à faire mieux que comme un simple danger qui va nous tuer. Et je pense qu'une façon de se sortir de cet aspect négatif, c'est d'utiliser le rôle éducatif et social de l'aviation, parce que la passion de l'aviation, c'est quelque chose qui est inné et qui est très fort chez tous les individus qui l'ont, que cette passion peut pousser les jeunes à consentir des efforts importants. Et par conséquent, l'aviation et la construction, c'est une école de responsabilité et de patience, un accomplissement pour tout le monde. Et nous avons également pour mission maintenant d'imaginer, proposer des nouveaux concepts, l'avion vert, l'avion silencieux, l'avion recyclable, que sais-je. Et voilà, j'ai terminé. Excusez-moi, j'ai été long. D'habitude, je vais plus vite que ce que je prévois. Ça n'a pas été le cas. Merci beaucoup, Dominique. Donc, on va clore donc cette conférence. On va laisser la parole aux questions. Il nous reste, on va prendre un quart d'heure pour les questions, si Oui. vous voulez bien. Donc, à toi, Cyril, je te laisse la parole. Oui, alors moi Recording stopped. C'est bon, c'est bon. j'ai beaucoup été aidé par Patrick Cotreau, puisqu'il y a des gens qui ont posé des questions et Patrick a répondu en même temps. Donc en fin de compte, il y a beaucoup de réponses qui ont été pour les gens qui veulent. Bon, je sais pas si je vais les redire, hein, je sais pas ce que tu en penses, mais il y a des questions avec les réponses qui ont été faites par Patrick. On pourra peut-être les envoyer dans le résumé. La dernière en date, c'est connaissez-vous un assureur de constructeur d'avions, c'est-à-dire un constructeur qui souhaite assurer son entreprise de construction d'aéronefs? Ah. Alors, on n'a pas ça en standard, mais je pense que Air Courtage peut très bien proposer une solution, oui. D'accord. Donc il faut effectivement s'adresser à Air Courtage. Oui, dans les produits de base qu'on a, c'est l'ARC individuel, hein, l'ARC D'accord. aéronef. D'accord. Il y avait une question, y a-t-il un engouement pour la construction amateur d'avions à propulsion électrique? Des kits sont-ils disponibles? Alors, je lis la réponse de Patrick, hein, donc le secrétaire du RSA. Pas encore de kit électrique, mais des constructeurs qui modifient des appareils existants, voire qui conçoivent des appareils partant de zéro, d'une feuille blanche. Aujourd'hui, parmi les concepteurs, Dominique, est-ce qu'il y a des nouveaux concepteurs dans ces nouveaux domaines qui sont l'aviation électrique ou Alors, j'ai d'autres? vu hier Hugues Duval qui a fait la première traversée de la Manche avec un cri-cri électrique. Si vous vous souvenez, on en a parlé, il y a eu un petit peu de rivalité entre l'IFAN d'Airbus et puis le cri-cri électrique de Hugues Duval, pardon. Et il me dit que pour l'instant, c'est pas une solution aboutie, que l'autonomie est de 10 minutes, que le contrôle des batteries est quelque chose de très, très technique. Il dit que c'est pas du tout la même chose qu'un avion à essence que l'on peut laisser dans son hangar pendant 2 mois, le sortir, le remettre en route. Un avion électrique, c'est beaucoup plus complexe. D'accord. Et comme j'ai dit dans un édito récent, je suis pas certain que l'électrique soit la bonne solution pour l'aviation, parce que pour l'instant, puisqu'on n'a pas encore trouvé mieux que les carburants fossiles en termes de densité d'énergie et puis de relative sécurité, puisque l'essence, tant qu'elle est à l'abri de l'air, elle ne provoque rien. Donc ça pourra changer, évidemment, mais pour l'instant, faire beaucoup d'efforts pour l'électrique, c'est peut-être pas la bonne direction à suivre. Est-ce que tu as parlé de l'âge tout à l'heure? Est-ce qu'il y a de nouveaux concepteurs d'avions? Puisque quand on connaît un peu les concepteurs aujourd'hui sont soit malheureusement décédés, soit sont relativement âgés. Est-ce qu'il y a des nouveaux concepteurs d'avions, des jeunes qui arrivent et qui amènent des projets de conception d'avions nouveaux? Alors, on n'en a pas beaucoup, mais on en a un qui est très, très prolifique. Là, il a déjà fait 2 machines, alors qu'il a, à mon avis, il n'a pas encore 25 ans. Et son dernier, c'est un motoplaneur électrique.
justement. Donc, c'est un jeune qui travaille pour Airbus à Toulouse, hein, c'est pas une surprise, euh, et qui est vraiment passionné de ça. D'accord. Euh, Et il faut dire quand même qu'on a fait le tour, enfin pas le tour, mais on a quand même bien exploité tout ce qui était possible comme variation du Jodel, comme variation des avions métalliques, etc. Donc, faire une innovation maintenant, ça devient très difficile. d'accord, mais des nouveaux concepteurs, donc là, il y en a un qui est un jeune concepteur. Oui, D'accord. on en a un autre aussi qui avait fait un multirotor. On l'avait exposé à Blois il y a quelques années. Mais c'était plus un exercice de style un véritable projet volant, parce que je crois qu'il n'a pas encore volé avec. Il y a une question qui avait été posée par quelqu'un. Quelles sont les bases réglementaires usuelles pour les avions, donc en certification 1623 et les autres aéronefs? Et Patrick avait mentionné, en construction amateur, la norme n'a pas été appliquée dans son intégralité. Comme pour un appareil certifié, elle sert de référence notamment pour les dimensionnements structurels. On en revient à la base que, effectivement, ce que tu évoquais en début de séance, à savoir qu'on peut construire un avion. Euh, donc est-ce que par rapport, oui, il y a toujours une question qui se pose très souvent, c'est la certification par rapport à un avion certifié. C'est quoi la Ouais. différence, oui. Alors, si c'est un proto en CNRA, la DGAC demande à ce qu'on dépose un dossier de calcul et le responsable de la DGAC qui vérifie les calculs, c'est Alexandre de Boulanger, un voltigeur connu, et il fait ça en appliquant les normes de la 1623. D'accord, Mais pas dans sa totalité, hein. Il le fait pour les parties essentielles, hein, la résistance du longeron et puis, je crois, la stabilité en vol. d'accord. Et pour les kits, là, c'est un dossier à peu près complet CS23 qui D'accord, doit être déposé non pas par le monteur, mais par le fabricant du kit. d'accord. Oui, alors il y avait une question là, quid de l'influence de la réglementation européenne sur la réglementation applicable aux avions de construction amateurs en France? Alors, pour l'instant, c'est deux compartiments qui sont indépendants, qui sont non communicants, mais il arrive que dans certains cas, la réglementation européenne a évolué dans un sens plus favorable que celle de la construction amateur en France. Ça fait suite à la roadmap qui avait été confiée par le HASA à Dominique Roland. Parce qu'au départ, le HASA avait dit tout le monde a la même réglementation, donc Boeing 777 ou Jodel monoplace, c'est pareil. Et puis finalement, ils se sont rendus compte qu'ils compliquaient la vie de tout le monde et ils ont fait un peu marche arrière. Et donc maintenant, ils ont beaucoup de spécifications qui sont light, notamment il y a la part M-Light, donc c'est maintenance pour les avions légers et qui autorise beaucoup de choses, donc notamment l'abandon des potentiels. Le propriétaire peut établir lui-même son programme d'entretien et déroger à des recommandations du fabricant, du constructeur, etc. Et donc, on se tient bien sûr informé de tout ça et lorsque ça pourrait nous être plus favorable que ce que nous avons, nous allons réclamer. D'accord. J'ai pas d'autres, il n'y a pas d'autres questions. Bon, il y avait quelque chose sur Solar Impulse. Solar Impulse était un prototype certifié selon règles OACI par l'OFAC pour pouvoir passer les frontières. Alors, attends, la question était, non, ça c'était une remarque, excusez-moi. Oui, alors, en fait, en France, ce qui manque, c'est une catégorie expérimentale. Oui, c'était ça la question, effectivement, désolé. Aux Ouais, tout États-Unis, à fait. ils ont résolu le problème, tout est expérimental. Donc, on fait le 23 millième Vance RV8, on est expérimental quand même. Euh, alors, en France, ça n'existe pas, parce qu'il faut bien garder à l'esprit que le CNRA, enfin, tout ce qui est CNRA, CNSK, etc., c'est de la construction pour son usage propre. Donc, c'est sans but lucratif. C'est un constructeur ou un petit groupe de constructeurs qui construit pour son usage. Mais si une entreprise veut faire un prototype expérimental, le cas typique, c'est l'IFAM d'Airbus.
Vous avez vu, l'IFAN, il est resté immatriculé en Fox Whisky, hein, même après avoir fait à peu près 70 heures de vol, je crois. Parce que, et ça ne répond pas aux conditions du CNRA, la principale étant but récréatif et de loisir. Alors, dans ces cas-là, la DGAC gère ça un petit peu au cas par cas, en délivrant des laissez-passer, puis en les renouvelant en tant que de besoin. Et puis une dernière question, y a-t-il un document officiel négocié délimitant pour chaque alors, il est marqué pétitionnaire, ce qui est applicable dans le 16-23? Voilà, tu peux répéter la question? Y a-t-il un document officiel négocié délimitant pour chaque... Alors je sais pas si c'est monsieur... Il y a peut-être une erreur de frappe. Monsieur André Morin. Oui, c'est peut-être ce que je disais tout à l'heure, que lorsque la Une erreur de DGAC, frappe, hein, je confirme. lorsque la DGAC vérifie un dossier déposé pour un CNRA ou un CNSK, elle suit les recommandations de la CS23, mais pas en totalité. Alors, quelle est sa grille de lecture et de contrôle? Je n'en sais rien. Par exemple, récemment, ils ont demandé un dossier pour un ULM. Ben bon, on sort du cadre du CNRA, mais c'est un peu pareil. Ils ont demandé un dossier pour un ULM et le constructeur de l'ULM m'a dit, ils m'ont demandé d'abord ça, puis ça, puis ça. Donc, il n'a pas arrêté d'en fournir des dossiers. Puis à un moment donné, la demande s'est arrêtée et ils ont l'air satisfaits. Mais c'est pas la totalité de la 1623 qui lui a été demandée.